Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de résistance des matériaux. On va encore une fois calculer un torseur de cohésion. Et cette fois-ci, on va s'intéresser au cas d'une charge répartie. Et parmi la famille des charges réparties, il y en a plusieurs, mais on va s'intéresser au cas le plus simple, celui de la charge répartie de manière uniforme le long d'une poutre d'axe X. Donc, on va commencer directement par écrire la forme du torseur de cohésion. Donc, le torseur de cohésion, je te rappelle qu'il s'écrit toujours en un point G. Donc, on vient sectionner la poutre le long de la fibre neutre en un point précis qu'on appelle G de X. Ce point G de X, il est positionné à une cote X de notre référence, qui est donc notre bâti, notre galiléen, donc ici représenté par le point O. Donc ça, c'est le point X. Et on va avoir une charge linéique, donc P s'exprime en newton par mètre, qui est donc répartie tout au long de la poutre. Donc ici, si on s'intéresse précisément donc à la partie de droite, puisque je te rappelle que ici, comme on a un seul tronçon à étudier, et ben on va avoir le choix entre s'intéresser à la partie de gauche de la poutre, puisque si je découpe la poutre ici en deux, donc on va appeler cette partie-là 1 et cette partie-là 2, et bien on va pouvoir s'intéresser ou à la partie de gauche ou à la partie de droite de la poutre pour déterminer le torseur de cohésion. Et comme on l'a vu dans la précédente vidéo, qui portait sur le torseur de cohésion, isoler la partie de gauche donc revient à considérer à la fois déjà ici les efforts de liaison de l'encastrement, mais également en fait quand tu vas isoler la partie de gauche, tu vas voir moins le torseur de cohésion, donc tu devras prendre garde à écrire ici par exemple, donc après les avoir déterminés bien évidemment, mais tu as une composante YO, XO qui évidemment est nulle, mais bon, faisons comme si on ne le savait pas, et NO, donc qui est une composante de moment, et bien tu vas devoir donc considérer les signes opposés en fait à ces différentes actions. Alors que si tu t'intéresses à la partie de droite, tu as directement le bon signe pour ton torseur de cohésion. Et il y a un autre avantage ici pour considérer qui va nous faire choisir la partie droite, c'est qu'on n'a pas d'inconnu de liaison à déterminer, donc on a un PFS en moins à écrire. Donc ça, c'est un avantage qui est assez notable donc, sur cette étude-là. Ok, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va écrire le torseur de cohésion. Donc, le torseur de cohésion, on note taux cohésion X et entre accolades. On vient écrire ici, donc on va écrire un torseur en ligne plutôt qu'en colonne, puisqu'on va avoir que deux composantes. Comme la charge répartie est uniquement dans la direction moins Y, on va avoir uniquement un effort tranchant dans la direction Y qui va générer un moment fléchissant dans la direction Z. Donc TY va être égal, donc je note TY vectoriellement comme ça, bien va être égal à quoi? Donc on va s'intéresser à une charge répartie. Donc une charge répartie, je te rappelle qu'elle n'a pas qu'un seul point d'application, puisqu'elle agit partout le long d'un intervalle. Donc ici, elle agirait entre X et grand L. Et donc cette charge répartie-là, eh bien, on va pas pouvoir simplement dire que le point d'application, en tout cas ici on va faire les faux naïfs, puisque dans ce cas-là, oui, c'est vrai qu'il s'applique pile au milieu de la poutre, mais en fait, dans la majorité des cas, et ici on va traiter un cas général, eh bien on ne sait pas vraiment où est le point d'application de cette force-là. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on remplace la distribution, donc ici uniforme de la charge linéique, par une somme de forces infinitésimales. Donc considérant que cette force, donc qu'on va appeler dF, puisque c'est une action mécanique locale, s'exerce ici, et pour attester le fait qu'on ne sait pas réellement où est le point d'application de cette force-là, on va considérer une portion dL. On va considérer que cette force-là, elle s'exerce sur une portion dL. Moi, j'aime bien plutôt noter du, mais il n'y a pas de différence. On va noter du. Donc cette force-là, elle s'exerce sur une portion du. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer, donc on va sommer ces forces infinitésimales sur la partie donc droite de la poutre. Donc sommer en fait des forces infinitésimales, ça revient à calculer une intégrale, donc là je t'apprends rien. Donc ça va être l'intégrale de x à L, partie droite de la poutre. df, donc c'est vectoriel, df, ça va être égal à moins p fois du. Et donc du coup, on va remplacer directement dans la direction y, évidemment.
on va remplacer ça dans l'intégrale, hein, puisque ce qu'on cherchait à intégrer c'était df, et donc on va avoir moins p du, et c'est tout. Pour le moment fléchissant dans la direction z, donc mfz, on va également devoir sommer, faire une intégrale des moments élémentaires. Donc pour ça, on va dire que df est positionné à une cote u de notre galiléen. Et donc du coup, pour calculer le moment fléchissant, donc on va s'intéresser à cette portion-là, donc qui vaut u moins x finalement, dans la direction x. Donc, considérant que ce df-là s'applique à un point m, on va avoir que le moment fléchissant dans la direction z, ça va être égal à moins, donc l'intégrale, d'ailleurs considérons d'abord sans signe, l'intégrale donc sur la portion xl de gm, donc moment au point g, gxm d'ailleurs plutôt, vectoriel df. Ok. Donc, si on s'intéresse maintenant au calcul de ty, évidemment le torseur de position s'exerce au point g de x. Donc ty, ça va être égal à quoi? Donc, ty, donc scalaire, donc là il y avait un y évidemment, scalaire y, pour ne plus avoir à traiter des vecteurs mais des nombres, on va avoir que c'est l'intégrale de, ici ça va pas être un nombre puisque c'est être une fonction donc de x, et on va avoir donc que c'est l'intégrale de x à l de p du. Bon, il n'y a pas beaucoup d'intégrales qui sont plus triviales à calculer que celle-ci, donc ça vaut directement moins p fois l moins x évidemment. Ok, donc ça c'est l'expression de ty finalement. Donc, on va encadrer notre résultat et on va s'intéresser maintenant au moment fléchissant. Pour le moment fléchissant, on va avoir besoin de calculer un produit vectoriel qui va être gm vectoriel df, donc moment fléchissant dans la direction z, scalaire z, va être égal à l'intégrale de x à l de gm qui vaut u moins x dans la direction x, vectoriel, moins p du dans la direction y. Je te rappelle que x vectoriel y, conformément à la règle de la main droite, tu tournes dans le sens positif, donc x, y, z, tu tournes dans le sens positif pour aller de x vers y, donc évidemment c'est des vecteurs, et donc ça te donne directement plus z. Un autre moyen mnémotechnique pour le reconnaître, donc tu écris x, y, z, x, y, z, donc une série, donc une répétition, tu l'écris 2 fois. Donc si tu vas dans ce sens-là, donc si tu fais x vectoriel y, ça te donne plus z. Si tu fais y vectoriel z, ça te donne plus x. Si tu fais z vectoriel x, ça te donne plus y. Et si tu le fais dans l'autre sens, ça va te donner que des produits vectoriels négatifs. Z vectoriel y, ça te donne moins x. Y vectoriel x, ça te donne moins z. Z vectoriel y, ça te donne moins x. C'est un petit moyen mnémotechnique que tu peux conserver. Ça marche donc dans le cas où tu as donc un axe donc x, y, z. Ok. Donc maintenant, on va juste avoir à reporter le signe moins qu'on avait devant le p devant l'intégrale. Donc moins intégrale de x à l. X vectoriel y, on a dit que ça faisait plus z. Donc on va avoir directement p fois u moins x et z. Mais comme on avait scalaire z, ici, on n'oublie pas, celui-là, on va avoir z scalaire z qui vaut évidemment 1. Puisque notre base est orthonormée directe. Ok. Et donc, évidemment, on n'oublie pas donc, le du. Et donc, bon, ça, c'est facile à intégrer. On va avoir directement moins p, donc fois u carré sur 2, moins xu, entre x et l. Et donc, finalement, on va se retrouver avec moins p fois l au carré sur 2, moins xl, x au carré sur 2 plus x au carré. Ça fait x au carré sur 2.
Ça fait moins xl. Là, on a un plus. Ça fait L au carré sur 2. Et ça fait toujours moins P. Donc on ferme la parenthèse. Et donc en fait, on reconnaît ici une identité remarquable qui vaut L moins X, le tout au carré sur 2. On peut factoriser par 2 pour s'en rendre compte assez facilement. Donc on a égale moins P sur 2 fois L moins X au carré. Ok. Et donc finalement, on peut réécrire ça proprement. On va écrire que MFZ, c'est égal à moins P fois L moins X au carré sur 2. Et on encadre ce résultat. Et voilà qui nous permet de déterminer notre torseur de cohésion.